Bonjour à tous, je vous montre dans Sketchbook comment réaliser des dessins de symétrie ou encore des mandalas à l'aide des outils qui sont disponibles sur un téléphone cellulaire. On va pour commencer ouvrir Sketchbook et se créer un document de 1200 par 1200 pixels et on va retrouver ici l'option symétrie dans notre palette spécialisée. Donc je l'active. J'ai une fenêtre d'options qui s'offre à moi avec différents types de dessins de symétrie possibles. Les deux premiers concernent des symétries avec un axe horizontal et vertical. Donc ça peut être assez pratique si je veux dessiner par exemple un visage de face. Donc, lorsque j'ai ma symétrie verticale activée, je peux activer en plus la symétrie horizontale, ce qui va me permettre d'avoir un dessin qui est en double symétrie. Je peux évidemment désactiver ma symétrie verticale pour faire un dessin qui est uniquement à l'horizontale. Donc, j'imagine un bateau par exemple avec un reflet sur l'eau. Maintenant, la quatrième option qui est la symétrie radiale est peut-être la plus intéressante parce qu'elle permet de choisir le nombre de coupes qu'on désire avoir. Donc, on peut partir avec une coupe seule jusqu'à un maximum de 16 différents axes de symétrie. Donc, je vais me limiter à 6 dans mon cas. La prochaine fonction permet de limiter ou non les traits aux axes de symétrie. Si je coche l'option « Arrêter les traits à la ligne centrale », donc vous voyez, mon image est divisée en pointes de tarte et mes traits ne pourront pas dépasser à l'extérieur d'une pointe de tarte. Donc si je commence mes traits ici, on voit que même si mon doigt va à l'extérieur, les traits, eux, restent à l'intérieur d'une pointe de tarte et sont reproduits en symétrie axiale, dans ce cas-ci 6 fois. Maintenant, si je coche l'option « Étendre les traits au-delà de la ligne de symétrie », eh bien, je ne suis plus contraint par la limite des axes de symétrie. Je peux dessiner librement, c'est juste que mon dessin se reproduit comme ça 6 fois dans mon plan de travail. Le sixième bouton, c'est le verrou. C'est un bouton qui est très important. Lorsque le cadenas est déverrouillé, je peux partir avec le centre de mon axe de symétrie et aller l'amener plus loin dans mon image. Et je peux également appliquer une rotation à mes axes de symétrie. Ce qui, là, dans le cas des traits qui sont limités aux axes, a vraiment une importance sur le rendu. Ça en a moins si cette option-là est désactivée. Donc, je peux, par exemple, faire un dessin ici, déplacer mes axes de symétrie, faire un autre dessin ici, et ainsi de suite. Donc, ça commence un petit peu à ressembler à ce qu'on faisait quand on travaillait avec le spirographe, quand on était un peu plus jeune. Il faut cependant faire très attention lorsqu'on travaille avec le cadenas qui est déverrouillé parce que si on accroche le centre de nos axes de symétrie, par la suite, on n'a pas de manière de le retrouver. Donc, même en retournant dans l'état d'hystérique, il ne va pas considérer que d'avoir déplacé le centre de symétrie est un état d'hystérique. Donc, on va être obligé de le retrouver manuellement en tentant de le disposer au mieux, puis c'est sûr qu'on va commettre des imprécisions qui vont faire en sorte qu'on ne pourra pas retravailler le dessin adéquatement. Pour cette raison-là, je suggère de toujours travailler au centre de l'image parce que lorsqu'on double-clique ici sur l'axe de symétrie, automatiquement il va se retrouver au centre et si on double-clique sur l'outil de rotation, automatiquement la symétrie va se conformer au contour. Donc, il vaut mieux travailler nos dessins au centre, quitte à les déplacer par la suite dans un deuxième temps. Et vaut mieux également toujours s'assurer que notre cadenas est verrouillé. Une fois que j'ai les bons paramètres, je peux valider ici ma fonction. Donc, je vois que l'icône de mon dessin symétrique est encore visible et je vois encore évidemment mes axes de symétrie. Donc, je vais faire un dessin, une espèce de nœud comme ça qui demande à chercher nos lignes. Donc, ça m'apparaît toujours être une bonne démarche que de commencer à travailler de façon un peu brouillonne et intuitive, quitte par la suite à aller travailler de façon plus méthodique. Et ça se fait en créant ici un nouveau calque, en mettant ce calque-ci
en transparence, donc mes lignes sont maintenant grises, et je vais aller retrouver un deuxième outil que sont les courbes prédictives. Je vous en ai parlé dans d'autres tutoriels, simplement pour démontrer que ces deux outils-là peuvent cohabiter très bien. Il faut que je travaille sur le bon calque. Maintenant, faire un dessin qui est très précis. Voilà. Maintenant, il est également possible d'importer une image pour travailler à partir d'une référence visuelle. Donc, ça va se faire encore une fois dans la palette d'outils de précision et je vais cliquer sur l'icône « Importer une image ». J'accède à mon album de photos et je peux, par exemple, sélectionner cette photo-ci que je vais placer comme ça, à peu près ici, dans mon plan. Je vais aller retrouver mon option symétrie. Voilà, et je peux commencer à travailler après, bien sûr, avoir créé un nouveau calque pour ne pas travailler directement sur la photo. Donc, vous remarquerez que la photo ne se reproduit pas automatiquement en symétrie, mais je peux quand même dessiner par-dessus. Je vais y aller pour cela avec le crayon principal. Je trouve que ça esquisse particulièrement bien. Et je vais aller avec le sélecteur, choisir les couleurs de mon plan. Ça va me demander un petit peu de travail. Alors après une petite séance de dessin, ça donne ça comme résultat. J'ai décidé d'y ajouter un chat parce que ça fait toujours plaisir. Et rendu à cette étape-ci, ça peut être intéressant d'aller appliquer une couleur au calque d'arrière-plan. Donc j'ouvre ma palette calque, je tape sur le calque d'arrière-plan et je vais ici lui attribuer une couleur orangée. Alors ça me permet de voir quelles sont les zones que j'ai laissées transparentes dans mon dessin. Donc je vais corriger ce problème-là. Alors, j'en profite pour rappeler des raccourcis pour le dessin. Lorsque je clique sur mon bouton de raccourci ici, je vois mon pinceau apparaître. Si je désire diminuer le contour de ma forme, je peux faire une touche glissée vers la gauche. On voit que la taille diminue, donc ça me permet de travailler à partir de ce moment-là de façon plus précise. Si je veux aller saisir une couleur, je peux maintenir mon doigt enfoncé pendant un certain temps sur l'écran, déplacer la mire et aller choisir une autre couleur. Si je veux diminuer l'opacité maintenant de mon outil, je peux faire une touche glissée vers le bas. Donc on voit que mon opacité maintenant est beaucoup plus faible. Hein, on va le voir ici. Ça me permet de travailler de façon plus subtile. Et je peux par la suite augmenter mon opacité vers les 100%. Donc on voit que ma touche est vraiment plus agressive lorsque je la travaille. Même chose également au niveau de ma couleur. Si je pousse vers la gauche, je vais baisser sa saturation. Donc je vais l'amener vers les gris. Voilà, j'ai maintenant un gris qui est de la même luminosité, mais qui est neutre. Et si je glisse mon doigt vers le haut, je vais augmenter sa luminosité et je vais la baisser vers le bas. Donc ça me permet vraiment de travailler plusieurs attributs de la couleur de façon assez intuitive. Par exemple, ma couleur est un petit peu trop sombre, alors je vais la mettre un petit peu plus lumineuse. Ici, encore plus lumineuse pour aller faire d'autres zones d'ombre et ainsi de suite. Voilà, après encore un peu de nettoyage, on arrive à un dessin qui est bien géré au niveau de sa transparence. Donc si je change la couleur de l'arrière-plan pour une couleur noire par exemple, on voit que ça fonctionne encore. Là, on reconnaît encore tous les éléments de notre image. Alors ça nous permet de travailler maintenant sur des harmonies chromatiques. Je vais enregistrer ce dessin. Je montre un dessin que j'ai réalisé un peu plus tôt. Ce qui est intéressant avec la symétrie axiale, c'est de pouvoir réaliser plein d'entrelacs qui se juxtaposent d'une portion à l'autre du dessin. Je vous montre encore une illustration qui ressemble davantage à un mandala.
Parce que c'est une symétrie axiale, donc dans ce cas-ci avec 12 axes, et c'est également une symétrie en miroir. Donc dans certains logiciels, on appelle ça une symétrie en flocon de neige. Je vous explique comment ça marche. Donc lorsque j'ai une symétrie en miroir, donc la première option, et que je travaille d'un côté de mon axe de symétrie, le dessin se reproduit en miroir. Si je travaille en symétrie axiale et que je diminue le nombre d'axes de ma symétrie axiale et que je travaille d'un côté de mon axe, donc le dessin ne se reproduit pas en miroir, mais bien il y a une rotation de 180 degrés du trait que je viens d'effectuer qui passe par le centre de l'image. Maintenant, si je voulais faire une image qui ressemble davantage à un flocon de neige, il faudrait que je reproduise en miroir mon dessin. Et là, je commence à avoir quelque chose qui est symétrique à la fois autour d'un axe et à la fois par rapport à lui-même. Maintenant, mon doigt est imprécis. Là, je ne suis pas capable de reproduire exactement la même chose d'un côté ou de l'autre de l'image. Alors, pour arriver à faire une symétrie en flocon de neige, je vais user d'une petite astuce que je vais vous montrer maintenant. Et je vais commencer à faire des traits. Ça peut être relativement chaotique au départ. Et le dessin va se construire tout seul. Donc, je travaille juste sur une moitié de mon image. Et par la suite, je vais dans les calques. Je sélectionne le calque et je le duplique. Et je reviens ici retrouver l'outil Transformer afin de lui appliquer une symétrie. Donc, on voit maintenant que j'ai ajouté à ma symétrie axiale une symétrie en miroir. Je valide, je retourne du côté de mes calques, je m'en vais dans les options avancées et je fusionne mes deux calques ensemble. Je peux en diminuer l'opacité, créer un nouveau calque pour retourner faire un nouveau dessin de symétrie à partir de celui-ci. Donc, je vais tenter de le rendre de plus en plus intéressant. Tiens, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais dans les paramètres avancés, je duplique mon calque, je m'en vais dans Transformer, j'applique une symétrie miroir, je retourne dans mes calques, je jette mon calque dans dessous, je fusionne mes deux calques ensemble et j'ai avancé dans mon dessin de symétrie. Donc, je vais travailler comme ça par essai et erreur jusqu'à temps que j'obtienne quelque chose de vraiment intéressant. Alors voilà, j'arrive à cette image-là et je veux maintenant commencer à la coloriser. Donc, je vais toujours travailler sur des nouveaux calques. Je me crée donc un nouveau calque et je peux le glisser sous le calque sur lequel j'ai fait mon dessin en noir. Comme ça, bien, je ne vais pas affecter mon dessin. Et je peux donc aller agrandir un petit peu le diamètre de mon outil et commencer à aller appliquer des couleurs en conservant la fonction de symétrie. Donc rendu là, on n'a plus qu'à faire du coloriage. Et là, on n'est plus obligé de multiplier nos calques si on colore de chaque côté de nos formes. J'ai appliqué une première couleur. Je vais venir me créer un nouveau calque pour appliquer une autre couleur. Idéalement, un calque par couleur. Ça va nous permettre après ça de gérer nos harmonies de couleurs beaucoup plus facilement. Donc, une fois qu'on a fini d'appliquer les couleurs, on a quelque chose qui est organisé, mais qui n'est pas nécessairement joli. Mais si nos calques ont été bien gérés, c'est très facile maintenant de travailler sur des harmonies chromatiques. Donc, je vais passer à une harmonie en ton sur ton. Alors voilà, je vais laisser une petite touche d'orangé. Je peux par la suite complexifier l'image à l'infini. Je peux venir me créer un nouveau calque ici, aller retrouver ma fonction de symétrie et par exemple travailler en blanc avec des nouveaux motifs que je peux effectuer tout du même côté
de mes axes de symétrie parce que je peux simplement les multiplier par la suite. Donc, je répète l'opération, je m'en vais dans les fonctions avancées, je pèse sur dupliquer, je m'en vais chercher l'option transformer, j'applique une symétrie et je valide. Donc, tranquillement, j'arrive à un mandala qui est de plus en plus complexe. Une autre chose que je peux faire également, c'est d'aller attribuer une couleur de fond. Donc, pour illustrer mon propos, je vais voiler ce calque-là pour voir davantage le fond apparaître. Et je peux, en allant cliquer sur mon calque d'arrière-plan, lui attribuer une couleur uniforme. On peut aller chercher un petit contraste. Et il y a une dernière fonction que j'aimerais voir avec vous, qui est d'appliquer un dégradé. Donc, il y a un outil pot de peinture dans Sketchbook. Pour cela, je ne peux pas appliquer le dégradé sur le calque d'arrière-plan. Je vais devoir me créer un nouveau calque et je vais porter ce calque-là tout en bas de mon document là, pour qu'il soit vraiment à l'arrière. Je vais retourner du côté de mes outils de précision et je vais choisir l'option remplissage. J'ai différentes options qui s'offrent à moi ici. Donc, j'ai un remplissage uni. Si je choisis cette option-là et que je vais choisir une couleur, disons un magenta, et que je pèse dans l'écran, donc ce calque-là va être peinturé en magenta. Donc maintenant, si je veux faire un remplissage en dégradé, je vais venir chercher l'option ici remplissage radial et je vais m'assurer que cette option ici, donc échantillonner un calque, un seul calque, va être cochée. Ça correspond à ce calque-là. Ça veut dire que le remplissage va se faire là, sans atteindre d'obstacles d'informations qui auraient été générées sur les autres calques. Donc, une fois que j'ai coché « Échantillonner un seul calque », je n'ai plus qu'à faire une touche « Glisser » dans mon écran. Et j'ai 3 curseurs qui apparaissent, correspondent à des couleurs que je peux appliquer dans mon dégradé. Si je touche un des curseurs, le contour devient en bleu et je peux à ce moment-là lui attribuer une autre couleur. Disons, dans ce cas-ci, un magenta. Je peux aller faire un tour du côté de mon deuxième curseur et lui attribuer une autre couleur. Disons, un rouge. Et je peux faire de même pour mon dernier curseur. Donc, dans ce cas-ci, disons, un gris. Si je veux me débarrasser d'une de mes couleurs de dégradé, j'ai juste à toucher un des curseurs et de le faire glisser en dehors de ma ligne. Donc, j'ai maintenant un dégradé radial seulement entre 2 couleurs. Si je veux ajouter d'autres couleurs, j'ai juste à toucher à l'intérieur de ma ligne de dégradé. Donc, je viens d'ajouter 2 autres couleurs. Donc, je pourrais faire autant de variations de dégradé que je le souhaite. Disons que ce dégradé-ci me satisfait pour le moment et je peux considérer que mon mandala est maintenant bien avancé. Alors, je vous souhaite du plaisir dans la réalisation de vos propres dessins et on se retrouve pour un autre tutoriel où je vais continuer de regarder les fonctions avancées de Sketchbook.